Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Sud Radio. Découvrez pendant 1 heure tous nos sujets. Aujourd'hui, dimanche, nous avons toujours autant de conseils, d'informations, des sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, mon cher David? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour s'interroger sur le scandale des hauts salaires. Alors, d'un côté, on a un SMIC à 1766 € et de l'autre, des hauts revenus à 3 millions d'euros par mois. Alors, c'est normal ou pas normal? C'est moral ou immoral? Alors, un tout autre sujet. Il n'y a pas d'âge pour avoir des fantasmes. Que doit-on faire quand le fantasme s'invite dans notre vie? Pour s'en délivrer, faut-il succomber, comme le suggérait Oscar Wilde? On vous dit tout, on vous dit même comment découvrir les fantasmes inavouables des Français. Ensuite, il n'y a pas d'âge pour changer de vie professionnelle. Vous êtes une femme, vous avez plus de 50 ans, vous avez toujours rêvé de le faire sans jamais oser. Eh bien, c'est le moment. On vous dit comment dans quelques instants avec un coach. Il n'y a pas d'âge pour retrouver son parfum fétiche. Découvrez pourquoi, depuis quelques années, certains parfums de renom ne sentent plus comme avant. Et découvrez les meilleures fragrances qui sublimeront votre peau tout au long de la journée. Et nous recevrons Nicolas Perrac, le troubadour humaniste et globe-trotteur de la chanson française. Il viendra nous présenter sa dernière œuvre. Alors un album peu commun, alternant chansons, textes parlés, passages instrumentaux sans temps mort ni arrêt. Voilà, restez avec nous, ça va vraiment être surprenant. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, effectivement, pour s'interroger sur le scandale des hauts salaires. Hauts salaires, d'un côté, effectivement, le SMIC en France à 1766,92 €, de l'autre, des revenus au-delà de 3 millions d'euros. Est-ce normal, anormal, moral, immoral? Les hauts revenus de certains grands patrons agacent aujourd'hui, on en parle pas mal en ce moment, et nous sommes nombreux à nous poser la question de la légitimité, de la moralité aujourd'hui, en France, de tels revenus. Le PDG de Stellantis est en ce moment sous le feu des projecteurs, avec les 36 millions d'euros qu'il a perçus en 2023, et dit qu'il accepterait qu'une loi plafonne les hauts revenus. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Alors, quand Carlos Tavares s'exprime sur une possible loi qui plafonnerait les hauts revenus, est-ce que ça vous semble plausible, sans craindre évidemment que cette loi suscite l'envie pour beaucoup de grands patrons, d'aller travailler à l'étranger, par exemple? Alors non, cette loi ne verra pas le jour d'ici longtemps. D'abord, pour le cas de M. Tavares, M. Tavares est le patron d'une entreprise dont le siège est aux Pays-Bas. Oui. C'est une entreprise mondiale qui a énormément grossi. Elle est partie du groupe PSA, c'est-à-dire Peugeot, Citroën. Elle s'est mariée dans un premier temps avec Opel, puis dans un deuxième temps avec Fiat Chrysler. Aujourd'hui, c'est 242 000 salariés. Le siège des décisions, il est davantage à Detroit, aux États-Unis, qu'à Sochaux, qui est le berceau de l'entreprise. Donc, concernant M. Tavares, une loi aurait du mal à le concerner, puisque ce devrait être une loi mondiale, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrivera pas. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, une loi, il y a eu des tentatives de lancer une loi, mais ça n'a jamais débouché. Il y a par contre un code qui a été élaboré par le MEDEF et par l'AFEP, qui est l'Association française des entreprises privées, et qui essaye d'établir un certain nombre de règles pour que le PDG qui entreprend et qui réussit, c'est le cas notamment de M. Tavares, ait une rémunération qui ne soit pas, au regard de notre culture, une rémunération avec un écart choquant entre les bas salaires ou les salaires moyens et sa rémunération. D'accord. Alors, quand on parle de haut salaire, on peut pas oublier de mentionner quand même les grands sportifs, et les grands noms comme Kylian Mbappé pour le football, qui, selon Foot Mercato, gagne 6 millions d'euros par mois. Et est-ce qu'on peut comparer justement ces revenus de sportifs avec des revenus de grands patrons ? Oui, alors n'utilisons pas l'approche morale qui a été l'ouverture de votre réflexion, mais l'approche économique. Nous sommes sur un marché du travail avec une offre et une demande. Quand il y a un bon patron, quand il y a un bon footballeur, on se l'arrache à prix d'or. Donc quand les résultats sont là, on rémunère celui qui a été à la tête de l'équipe qui a réussi, ou l'élément moteur de l'équipe, on pense à un footballeur, et là la rémunération est élevée, et l'intéressé, si on lui dit on va vous réduire votre rémunération, on va dire attendez, le marché du travail,
il est mondial. Donc, si vous voulez pas que je joue dans un club français, j'irai dans un autre club à l'étranger. Pareil pour le chef d'entreprise. Voilà. Alors, sur un plan économique, on entend bien évidemment ce que vous nous dites, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire, est-ce que c'est moral de tels chiffres quand on voit qu'il y a un delta aussi énorme entre un SMIC et un haut revenu de 6 millions d'euros, surtout dans un pays qui socialement va pas très bien quand même. C'est vrai. Alors, on revient sur la notion de salaire, est-il moral ou pas? Sur le plan économique, la réponse, elle est claire. Il y a une offre, une demande, le marché mondial. Absolument. Sur le plan juridique, les lois, ça n'ira pas très loin, et il y a une règle, malgré tout, qui est interne à chaque entreprise, c'est que l'Assemblée générale des actionnaires fixe la rémunération. Monsieur Tavares n'a pas pris l'argent, un argent qui ne lui aurait pas été autorisé de prendre. Mais la question morale est importante, et la question est de savoir qui dit la morale. C'est une affaire en fait politique, une affaire culturelle. Aux États-Unis, on n'a pas la même approche. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent est très considéré. En France, quelqu'un qui gagne 36 millions comme M. Tavares est suspect. La question des inégalités est beaucoup plus sensible en France qu'aux États-Unis. C'est tout un autre honneur, d'une certaine façon, parce que cela veut dire qu'un chef d'entreprise, PDG, il a des résultats qui ne sont pas ses résultats à lui, tout seul. Ils sont les résultats de tous les salariés. Donc, quand une richesse est produite, c'est le cas pour le groupe Stellantis, vers qui doivent aller les résultats? Pas uniquement le chef d'entreprise, mais aussi les salariés, ça s'appelle la participation, l'actionnariat, et puis les résultats, ce sont des résultats à court terme ou des résultats à long terme. Là, aujourd'hui, c'est les résultats à court terme, chaque année. Mais une entreprise, un pays doit réfléchir sur des objectifs à long terme. L'environnement, la composante sociale, la paix sociale, les bas salaires, la possibilité quand on supprime des emplois pour rendre l'entreprise rentable et performante, de s'intéresser à la reconversion des salariés. Donc il y a un enjeu qui dépasse largement l'entreprise, et la notion de salaire décent qu'un autre dirigeant d'entreprise, M. Ménégo de Michelin, a lancé la semaine dernière dans le débat public est une notion intéressante. Quel est le salaire décent au bas de l'échelle? Quel est le salaire décent en haut de l'échelle des rémunérations? Alors, vous disiez il y a un instant, Bernard Vivier, que le salaire, que ce salaire de 36 millions, au vu des résultats du groupe, n'était pas indécent. Il y a effectivement dans tous les médias quelque chose dont on ne parle pas, ce sont les résultats de M. Tavares au sein de l'entreprise. Alors, elle est florissante, cette entreprise, Stellantis ? Oui, elle est très florissante. L'entreprise a dégagé des résultats considérables, mais vraiment considérables. C'est une entreprise qui, en 2020, dégageait 4 milliards d'euros, 4-5 milliards d'euros de résultats. Aujourd'hui, c'est presque 19 milliards d'euros de résultats. Wow. C'est énorme. C'est énorme. C'est une vraie réussite. Et d'une certaine façon, on peut considérer que les marques Peugeot, DS ou Citroën seraient rayées de la carte dans la concurrence mondiale qui est violente avec les Chinois, les Américains, parce que cette entreprise s'est intégrée à un groupe mondial, échappe finalement à la logique française, et c'est important de bien réfléchir à cette question de la réindustrialisation de notre pays. Et alors justement, pour essayer d'éviter de tels gaps, est-ce qu'il y a aujourd'hui un modèle salarial qui pourrait être mis en place? Oui, alors d'abord, qui pourrait être plus satisfaisant. Plaisir. Nous avons une entreprise d'origine française, aujourd'hui mondiale, qui gagne beaucoup d'argent, qui a toujours des implantations en France. Et effectivement, il y a deux sujets à travailler. Il y a la répartition des gains, des richesses et du résultat net vers, un, les actionnaires, deux, les salariés. Parmi les salariés, le PDG, on ne peut pas l'extraire, le salarié, c'est un employé de la firme. Et puis, il y a également l'argent que l'on va utiliser à maintenir des activités sur le territoire français, à réindustrialiser le pays, à faire en sorte que cette entreprise ne soit pas anonyme, sans territoire, sans patrie d'une certaine façon.
Mais alors, concrètement, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure, une solution serait d'intéresser les petits salaires au profit de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui est réellement mis en place et suivi dans grand nombre d'entreprises. Non, les entreprises ont toujours été méfiantes sur les notions de participation, d'actionnariat, mais certaines entreprises réussissent très très bien en ayant beaucoup diffusé non seulement des résultats chaque année, quand les résultats financiers sont là, mais également distribuer des actions, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés ne soient pas de l'autre côté de la barrière, qu'ils soient eux-mêmes partie prenante dans les grandes orientations de l'entreprise. Ça s'appelle donc l'actionnariat salarié. Mais ça, concrètement, ça, dans les entreprises qui l'appliquent, ça porte vraiment ses fruits. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'un salarié peut avoir une prime annuelle de plusieurs milliers d'euros ? Oui, bien sûr, ça arrive. Il y a des entreprises où la participation est très généreuse parce que les résultats sont bons. Et puis, il y a des entreprises où la part des actionnaires, qui est la part des salariés, où les salariés ont une part significative dans la maîtrise du capital social, donc dans les décisions, dans les assemblées générales, eh bien, ça permet de protéger l'entreprise contre un raid d'une autre entreprise non souhaitée. On a vu ça dans la banque en France. Ça permet une entreprise comme par exemple le groupe Bouygues de maintenir une solidité, une cohésion interne parce que les salariés et la direction du moment, en l'occurrence un groupe familial, font corps et considèrent que c'est leur entreprise. La notion d'appartenance à un groupe est importante. D'accord. Alors, on parle de Carlos Tavares parce qu'effectivement, il est dans l'actualité en ce moment, mais par rapport aux autres grands patrons de même niveau dans le monde, il se situe comment ? Alors, de très gros écarts. Si on prend des chefs d'entreprise américains, rappelons qu'aux États-Unis, la question des inégalités n'est pas vécue comme en France, des inégalités salariales, et qu'on est très considéré, au contraire, parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Mais un patron de Apple ou de Google, les rémunérations, chaque année, peuvent dépasser les 100 millions d'euros. Donc, M. Tavares a encore la marge. Il a encore de la marge. Bon, d'un côté, on a un Mbappé qui, lui, donne des émotions, procure des émotions. Et de l'autre côté, on a un Carlos Tavares qui, lui, emploie des centaines de milliers de personnes. Même niveau de rémunération, mais pas tout à fait le même objectif. Merci beaucoup, Bernard Vivier. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci, à bientôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour avoir des fantasmes. Que doit-on faire quand le fantasme s'invite dans notre vie ? Alors pour s'en délivrer, faut-il y succomber comme le suggérait Oscar Wilde ? Eh bien, on vous dit tout et on va même vous faire découvrir les fantasmes inavouables des Français. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, il n'y a pas d'âge pour avoir des fantasmes. Que doit-on faire quand le fantasme s'invite dans notre vie ? David, je vous pose la question. Mais posez-la moi. Alors, si vous êtes en couple depuis de longues années, vous êtes surpris ou surprise à tomber sous le charme de quelqu'un rencontré au bureau, dans la rue ou dans un bar. Un regard, un compliment, quelques paroles et vous vibrez au point d'avoir l'impression, c'est tout moi, d'avoir l'impression que tout ce que vous avez construit avec votre conjoint est remis en question. L'interdit et le fantasme qui en découle s'invitent dans votre vie. Alors, est-ce que, comme le suggérait Oscar Wilde, vous le disiez, Catherine, le seul moyen de se délivrer de ce fantasme, c'est d'y succomber ? Eh bien, on va en parler avec notre sexologue lyonnaise préférée, le docteur Céline Candilier. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors Céline, que se passe-t-il quand on fantasme sur quelqu'un ? Mais fantasmer sur quelqu'un, c'est une partie naturelle de notre cognition humaine et de nos expériences émotionnelles. Parce qu'en fait, l'imaginaire érotique, il n'a pas de frontières. C'est une dimension intérieure qui peut enrichir notre vie sexuelle sans remettre en question notre amour ou notre engagement. Ce qu'il faut bien comprendre avec les fantasmes, c'est qu'ils définissent ni notre moralité, ni nos désirs réels. C'est plutôt des explorations intérieures. Ah, intéressant. Quels sont les fantasmes les plus fréquents dont vous parlent vos patients, Céline ? Alors, je vais vous citer les 3 plus fréquents que j'ai d'habitude au cabinet.
Alors, ce qu'on appelle, alors la relation sexuelle à plusieurs, le plan à trois, souvent c'est ça qui revient en fait, hein, de pouvoir être un homme avec deux femmes ou d'être une femme avec deux hommes. Il y a aussi les relations intimes dans des lieux publics. Ah oui. Ouais. Et ensuite, c'est les jeux de rôle, c'est-à-dire que si quelqu'un peut être déguisé, avoir un déguisement, alors le pompier ou le policier, ou de l'autre côté l'infirmière, voilà, c'est les choses les plus fréquentes. Et personne en grand lapin rose. Si, mais c'est moins fréquent. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Et alors justement, pour être dans les moins fréquents, quels sont les fantasmes les plus surprenants qu'on vous a confiés? Alors moi, le fantasme le plus surprenant, ça c'est un nom, hein, alors c'est un nom un peu scientifique, un peu barbare. C'est l'apotemnophilie. Et en fait, c'est l'envie de se sectionner en fait son sexe pour un homme ou une partie de son sexe pour une femme. Waouh. Mais pour l'offrir à l'autre? Parce que en fait, c'est pas pour l'offrir à l'autre, c'est parce que c'est plus excitant sans. Voilà, c'est très particulier. Mais vous m'avez demandé ce qui était le plus surprenant. Hein. Non, j'ai demandé les plus surprenants, donc j'en veux encore deux autres, s'il vous plaît. Vous en voulez d'autres? J'en veux d'autres. Après, ce que je vous dis, c'est ça, c'est que c'est vraiment l'exploration intérieure. Donc il y a plein de choses qui sont un peu étranges, qui peuvent effectivement. Il y a des gens qui peuvent fantasmer sur des choses complètement. Complètement inimaginable en fait, j'ai envie de dire. Bon, en fait, c'est pas raisonnable le fantasme de toute façon, donc on peut aller très très loin dans l'imaginaire. Moi, je me pose une petite question, c'est la différence entre l'imaginaire érotique justement et le fantasme. Alors, l'imaginaire érotique, en fait, il englobe le fantasme. C'est-à-dire que l'imaginaire érotique, ça fait référence à la production mentale, qu'elle soit volontaire ou involontaire, hein, c'est-à-dire qu'on y réfléchisse ou qu'elle vienne de nous-mêmes, qui suscite une excitation sexuelle. Et c'est soit pour démarrer, maintenir ou faire monter cette excitation sexuelle. Et ça peut prendre différentes formes, comme le scénario imaginaire qui est le fantasme, mais ça peut être aussi une émotion, un parfum, une image, une expérience passée. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent susciter et développer l'imaginaire érotique. Et le fantasme n'est qu'une partie de cet imaginaire érotique en un scénario précis qu'on a imaginé. Mais alors, est-ce que fantasmer sur un autre, ça veut obligatoirement dire qu'il y a un problème au sein du couple? Comment on peut l'interpréter, ce fantasme, à l'échelle du couple? Alors, je vais soulager tout le monde. Non, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de l'eau dans le gaz, on peut dire, dans le couple. Fantasmer sur quelqu'un d'autre tout en étant en couple, en fait, c'est même assez courant. Hein. Oui. Et il compte, en fait, c'est l'impact de ces fantasmes sur la relation. Et ça dépend de différents facteurs. C'est-à-dire que si la nature du fantasme, de savoir si on communique facilement au sein du couple, s'il y a la sécurité émotionnelle des partenaires, c'est-à-dire que si on est en grande confiance avec son partenaire et qu'on peut se dire les choses et que l'autre peut entendre ce qu'on a à dire, c'est beaucoup plus simple. Si on n'a pas cette communication-là, effectivement, c'est plus dur. Si on a des fantasmes qui sont très loin, en fait, de nos normes sociales et de nos représentations sociales, vite, on peut se sentir coupable et pas vouloir en parler et isoler. C'est vraiment ça. Ce qui est important, c'est que ça dépend largement, en fait, de comment ils sont perçus et gérés dans le couple par les deux partenaires. D'accord. Et alors, pour aller un peu plus loin dans la question de David, si je suis hétéro et que j'ai des fantasmes homosexuels, est-ce que je dois en conclure quelque chose ou pas du tout? Je me pose des questions ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est deux choses différentes. Hein, dans notre sexualité, il y a l'imaginaire érotique et donc les fantasmes et notre orientation sexuelle. Et c'est deux aspects différents de notre sexualité. Okay. Donc les fantasmes, ils reflètent pas nos préférences réelles, mais plutôt, encore une fois, nos explorations intérieures et nos curiosités intérieures. Et c'est pour ça qu'effectivement, les fantasmes, et moi je le dis souvent, ils n'ont pas forcément besoin d'être partagés ou d'être réalisés. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'on doit faire quand le fantasme vire à l'obsession? Est-ce qu'il faut assouvir son fantasme ou pas? Alors, moi, j'ai souvent envie de dire que là, quand ça devient, effectivement, c'est plus problématique. Quand ça devient une obsession, il faut déjà, la première chose, c'est reconnaître et accepter que ça devient une obsession, qu'on y pense tout le temps, qu'on ne sait pas comment faire autrement pour avoir une excitation sexuelle. Et quand ça devient, à ce niveau-là, je pense que c'est bien d'aller consulter, en fait, un professionnel pour en parler.
Parce surtout si ça a un impact négatif sur notre vie de couple et sur notre vie. C'est-à-dire si on fait que penser à ça, si dans notre couple on n'arrive plus à passer dans une relation intime que avec ça en tête, il faut aller consulter. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le fantasme, c'est plutôt quand même un signe de bonne santé. En tout cas, ça montre qu'il y a une envie sexuelle qui est là et qui demeure. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé alors ? C'est bon pour la santé, c'est bénéfique pour la santé, pour la stimulation créative, parce que ça veut dire que stimulation créative, le cerveau fonctionne. Ça améliore aussi la santé mentale, parce que avoir des fantasmes, ça permet aussi de libérer le stress et l'anxiété. Ça permet aussi, si on arrive à le partager avec son partenaire, si on en a envie, de renforcer les relations, et ça permet aussi de mieux se connaître. La limite, c'est celle qu'on donnait. C'est effectivement quand ça devient une obsession, quand c'est un retentissement négatif sur notre qualité de vie. Sinon, c'est très bien de fantasmer. C'est comme je le disais, c'est tout à fait normal et naturel, entre guillemets. Une dernière question, un cas extrême. Si on fantasme sur quelqu'un et que au sein de son couple, pendant un rapport sexuel avec son mari, sa femme, son partenaire habituel, on a la projection de l'autre. Est-ce que là, il y a danger ou il n'y a pas danger ? Non, il n'y a pas danger. Ça reste, comme je disais, il n'y a pas danger. Ça reste l'imaginaire érotique. C'est comme si tu avais Claudia Schiffer, tu vois, dans la tête pendant un rapport avec ta femme. C'est pareil, pas plus que ça. Exactement. Et je conseille dans ces cas-là de ne pas trop en parler à sa partenaire, mais ça fait partie de l'excitation et c'est normal que ça puisse venir. Et plus on essaye, plus on est stressé par rapport à ça, et plus on essaie de l'éviter, et plus notre relation sexuelle sera pas agréable et d'une mauvaise intensité. Donc les choses, elles sont là, on ne les contrôle pas, et c'est vraiment, il faut se dire que c'est vraiment ça fait partie de l'excitation sexuelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, docteur Candelier. Céline. Merci Céline nous avoir éclairé sur tout ce que traduit l'état de fantasme. Maintenant, j'en sais un peu plus sur David, c'est formidable. Oui, alors, je rappelle pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet ou un autre, votre cabinet est à Lyon, Céline. Tout à fait. Voilà. À très vite, Céline. Et puis à sa plateforme. À très bientôt. Merci. Et il y a la plateforme. Sur quelle plateforme on vous retrouve ? Oui, www.alwaysvalentines.com. Merci. À bientôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour retrouver son parfum fétiche. Découvrez pourquoi, depuis quelques années, certains parfums de renom ne sentent plus comme avant. Et on va découvrir aussi les meilleures fragrances qui vont sublimer votre peau, mon cher David. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour changer de vie professionnelle. Vous êtes une femme, vous avez plus de 50 ans, vous avez toujours rêvé de le faire sans jamais oser. C'est le moment, on vous dit tout avec les conseils d'un coach. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et avant de découvrir pourquoi, depuis quelques années, certains parfums de renom ne sentent plus comme avant et quelles sont les meilleures fragrances qui sublimeront votre peau tout au long de la journée, juste avant, Catherine, je crois que vous avez un bon plan pour les femmes de plus de 50 ans qui ont toujours rêvé de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Et oui, David, on va essayer avec notre invité de susciter l'envie chez toutes les femmes de 50 ans et plus qui ont envie de travailler mais qui ne se sont jamais senties capables de le faire. Parce qu'elles sont prises dans un quotidien intense ou bien pour d'autres, elles ont un projet qui leur tient à cœur mais elles n'ont jamais eu le courage de changer de vie. Allez-y, mesdames, vous allez voir, c'est le bon moment. Bonjour, Agathe Benamou. Bonjour, Catherine. Vous êtes la fondatrice du Club des entrepreneuses. Vous êtes aussi coach en intelligence émotionnelle. Alors aujourd'hui, vous aidez des femmes à trouver leur place professionnellement. En quoi consiste cette aide exactement ? Alors, j'aide deux types de femmes. Donc, il y a les femmes qui ont effectivement 40, 50 ans, voire plus, qui ont une idée d'entreprendre depuis plusieurs années déjà. Ce sont des choses qui mûrissent depuis très longtemps et qui ne savent pas du tout comment faire et qui ont besoin d'être accompagnées. Alors ces femmes-là savent qu'elles veulent entreprendre, mais ne savent pas exactement dans quoi elles veulent se lancer. Donc ça, c'est la première cible. Ma deuxième clientèle, ce sont les femmes qui ont une idée très précise de ce qu'elles veulent faire, qui ont un projet. Et là, elles ont besoin d'être accompagnées dans l'idée, dans l'offre, la cible, le marketing, etc. Voilà ce que je fais.
Alors, j'imagine que leurs parcours sont différents, mais vous les accompagnez sur quel laps de temps? Alors, ça dure entre 3 et 6 mois. Donc, pour la femme qui sait qu'elle va entreprendre, mais qui ne sait pas quoi faire, donc là, on doit trouver l'idée qui l'habite, qui l'anime, qui la passionne. Donc là, ça prend 3 mois. Et pour les personnes qui ont déjà l'idée, ça dure 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on passe par une sorte de cheminement avec une sorte d'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est un peu les montagnes russes. Donc moi, je ne peux pas les lâcher en plein milieu du manège. Il faut qu'on fasse la montée, la descente et qu'on rééquilibre tout ça ensemble. Et du coup, quand je les lâche, il faut qu'elles soient complètement autonomes. Justement, vous parlez des femmes qui ont envie de faire quelque chose, mais qui n'ont pas forcément un projet concret. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tous ce qu'on a envie de faire. Donc, dans ces cas-là, il y a tout le système émotionnel qui doit être assez important. Mais est-ce que c'est facile, finalement, ou est-ce que c'est vraiment un parcours du combattant d'aider quelqu'un à, entre guillemets, accoucher d'une idée qui soit vraiment... Eh bien, le travail dans lequel elle va pouvoir s'épanouir pour sa deuxième partie de vie. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Voilà, c'est l'intelligence émotionnelle, hein, c'est l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Bien sûr, je me suis beaucoup formée pour ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes qui arrivent, les femmes qui m'embauchent, sont des femmes qui sont un peu au bout du rouleau. Dans certains domaines de leur vie, donc notamment le côté professionnel, c'est-à-dire soit elles n'ont plus de travail du tout, soit elles n'ont jamais travaillé et elles en ont ras-le-bol. Et à partir du moment où elles m'appellent, c'est qu'elles sont déjà à l'étape suivante, à l'étape de la création. Et donc, voilà, bien sûr, j'ai des méthodes qui font qu'on arrive vraiment à trouver ce qu'elles veulent faire. Donc, disons que quand elles viennent me voir, elles ont déjà fait 50% du chemin. Donc c'est moins compliqué que ce qu'elles pourraient penser. Au début, elles ont un peu peur et puis finalement, ça se fait assez facilement. Oui, elles pensent qu'elles viennent complètement vides, avec juste une vague idée, mais en fait, pour vous, elles ont déjà 50% du chemin. Exactement, c'est comme quand on arrive chez le psy. On a plein d'idées en tête, par où je vais commencer, comment je vais faire, et puis on se lance, et moi, je les guide, en fait. Voilà, tout simplement. Alors justement, quand vous les guidez, quels sont les métiers vers lesquels les femmes qui viennent vous voir ont envie de s'orienter aujourd'hui ? Alors les métiers, le métier, enfin je veux dire, la profession number one, c'est autour du bien-être. Alors ces femmes qui ont aidé finalement leur famille toute leur vie, etc. Alors elles ont d'abord envie de penser à elles, mais elles ont envie de continuer à aider l'autre, tout en étant payées, cette fois, bien sûr, parce que ce sont des vrais métiers. Donc, on a beaucoup de métiers du bien-être, on a du yoga, on a de la naturo, des nutritionnistes, on a aussi beaucoup de métiers artistiques. On a des femmes qui veulent créer des bijoux, qui veulent créer des marques de fringues. Et je voulais revenir sur une question que vous m'avez posée. Comment savoir ce qu'elles ont envie de faire ? Moi, je les fais revenir sur leur rêve d'enfant. D'accord. Voilà. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et là, grâce à ça, donc on tombe sur des métiers qu'on voulait faire enfant. Chanteuse, styliste, aider l'autre. Oui, vraiment. Alors après, il faut avoir la compétence de le faire. C'est ça, voilà. Mais bon, généralement, avec la maturité qu'elles ont, elles savent ce qu'elles peuvent faire ou pas. Et voilà, moi, j'écoute leur cœur et je les guide jusqu'à ce qu'elles puissent vivre de ce qu'elles aiment. C'est abordable pour tout le monde ? Je peux vous donner les tarifs. Ça coûte quoi ? Si vous voulez, ça coûte entre 1 500 et 2 500 euros. Et moi, je fais en sorte qu'à la fin, au bout de moins d'1 an, ça soit rentable et puis qu'on ait, qu'elles puissent, avec leur activité, rembourser finalement l'investissement qu'elles ont mis, qui est le meilleur investissement, investir sur soi-même. Il n'y a rien de mieux. Pour vous, il y a quand même une magnifique histoire. Oui, exactement. Donc c'est entre 1005 et 2005 pour toute la période. Tout à fait. Bon, toute la période. Merci beaucoup, Agathe. Merci à vous. Et pour toutes les femmes qui nous écoutent, si vous avez envie de trouver votre place professionnellement, si vous avez un projet ou simplement l'envie de changer de job, vous pouvez contacter Agathe sur www.coachagathe.com, www.coachagathe.com. Très joli, non ? C'est très, très Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Agathe. Et maintenant, David, il est temps de retrouver notre spécialiste. Comment vous la dénommez aujourd'hui ? Comment je la dénomme aujourd'hui ? La vitaminée divine. La vitaminée divine. Ariane Goddet. Comme il est gentil. Qui a décidé de nous dire enfin. Alors pourquoi les parfums ? Franchement,
ne sentent plus comme avant. Mais c'est dingue, ça. Oui, parce que le parfum, alors pour beaucoup d'aficionados, c'est une affaire très intime. C'est une image olfactive de sa personnalité que l'on offre aux autres. C'est un habit qu'on revêt et que l'on peut changer selon ses humeurs ou les saisons, voire pour certains, selon les moments de la journée. Alors, quand on porte un parfum depuis quelques années, pas question d'en changer réellement. Il y a une sorte de fidélité qui s'installe, mais voilà, depuis quelques années, certains parfums n'ont plus la même senteur. Alors, sur le flacon, c'est le même nom. Sur votre peau, c'est plus du tout la même fragrance qu'avant. Ariane Goldet, on va en parler ? Pourquoi Ariane Goldet ? Mais pourquoi Ariane Goldet ? Parce qu'un parfum peut connaître des modifications de formulation suite à un durcissement de la réglementation des matières premières. Bon, ça a été le cas de la molécule qui sentait l'odeur du muguet ou de notes animales qui ont été interdites. Donc à partir de ce moment-là, il faut les remplacer. Sauf que le travail est très délicat parce que c'est impossible de trouver un nouvel ingrédient qui ait exactement la même senteur. Donc il faut revoir toute la formule, tout l'équilibre de la formule et s'assurer que cette opération se fasse, mais pas en augmentant trop les prix. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous pouvez trouver un autre parfum à ce moment-là qui est proche, et à ce moment-là vous allez dans des magasins, vous demandez un spécialiste ou chez des parfumeurs sur mesure, ou encore sur le site qui s'appelle Perfumiste, qui regroupe 60 000 parfums. Et là, à mon avis, vous retrouvez à peu près l'équivalent. Mais on peut, si on le souhaite, quelque part, retrouver vraiment la composition d'origine. C'est possible ou pas ? Oui, il y a certaines personnes qui veulent absolument le même parfum. Alors là, vous pouvez retrouver l'ancienne version, soit sur Internet, sur une plateforme de seconde main. De temps en temps, on en trouve dans une petite parfumerie qui n'a pas un gros débit, ou encore dans certains duty-free à l'étranger. Oui, parce que la maman qui est habituée depuis 50 ans à porter le même parfum. Et alors, si vous cherchez vraiment la version originale, vous repérez les ventes de parfums dans les salles des ventes. Il y en a de plus en plus. Oui. Il y a de plus en plus de collectionneurs. Et alors, quelquefois, les prix montent, mais alors, c'est énorme. Alors, moi, ça fait 1 an, effectivement, que je trouve que l'odeur de mon parfum est moins forte et persistante. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Oui. En fait, ça s'appelle la fatigue du nez. Ah, vous avez raison de me le dire. En fait, c'est-à-dire que comme vous parfumez trop près de votre nez, vous le saturez au bout d'un moment. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut se parfumer un petit peu sur le décolleté et pas trop proche de son nez pour ne pas le saturer. Est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut avoir pour que le parfum tienne un petit peu mieux toute la journée ? Oui, alors déjà, il faut que votre peau soit hydratée. Sur une peau sèche, le parfum tient beaucoup moins. Ensuite, vous pouvez utiliser le lait pour le corps parfumé qui va avec votre parfum. Ça ne fait que optimiser la fragrance. Si vous pouvez l'appliquer après la douche, ce qui est mieux parce que les pores sont ouverts et donc il va mieux pénétrer. Et toujours pour avoir une meilleure tenue, alors là, vous vaporisez votre parfum aux endroits où le sang est à fleur de peau, parce que la peau est plus chaude. Donc, je veux dire, l'intérieur des poignets, le cou, les coudes, l'arrière des oreilles. L'intérieur du coude et l'arrière des oreilles. Et puis, vous pouvez aussi parfumer vos vêtements. C'est ce que faisait Madame Leder. C'est-à-dire qu'elle faisait pchit-pchit dans l'air et puis elle passait sous pour que ça s'imprègne bien. Vous pouvez aussi faire un petit coup de spray sur votre brosse à cheveux pour que vos cheveux sentent. Oh, c'est magnifique. Mais alors, voilà, ça vous fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Passer dans un nuage de parfums. Quels sont les types de parfums qui tiennent le mieux et le plus longtemps dans la journée ? Les qui sont plus tenaces, oui. Ouais. Alors, sur les parfums à base de vanille, de patchouli ou de mousse, c'est ce qu'on appelle les orientaux, les ambrés, les boissés. Ce sont des notes qui ont vraiment une tenue plus importante et d'ailleurs qui sentent plus fort. Et puis de plus, c'est la concentration de parfum qui tient beaucoup mieux que celle d'une eau de toilette ou d'une eau de Cologne, bien sûr. Mais alors, par exemple, pour les hommes, les cuirés tiennent mieux ? Les cuirs, oui. Ça tient bien, les cuirs, oui. Parce que c'est fort. Oui. Dès que c'est fort, ça tient mieux. Mais les parfums peuvent tourner aussi. Et puis en plus, en fonction de l'acidité de la peau, on ne sent pas tous la même chose avec un même parfum. Alors, ils peuvent tourner, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'oxyder, ça on le voit parce qu'ils deviennent le jus. Ce qu'on appelle le jus, c'est le parfum devient plus foncé
et le niveau baisse dans le flacon, mais il faut savoir aussi que c'est normal que votre parfum évolue sur votre peau. Ça dépend de votre humeur, ça dépend de la chaleur, ça dépend du moment de la journée, ça dépend du fait de ce que vous avez mangé. Du fantasme, du fantasme. Mais bien entendu. Mais il est dans le fantasme depuis tout à l'heure. Vous avez dans le la fantasme. Mais alors, par rapport à ce que disait Catherine, comment on fait pour que le parfum ne s'oxyde pas, ce que vous venez de dire? Alors, vous faites attention, vous le rebouchez bien, vous le mettez à l'abri de la lumière, vous évitez la chaleur, vous le mettez plutôt dans un placard dans la salle de bain et non pas sur le radiateur. D'accord. Voilà, c'est rare que ça tienne sur le radiateur, non? Mais donc, quand il y a des petites housses, genre en cuir ou tout ça, ça a une vraie fonction, c'est pour éviter la lumière? Oui, c'est pour éviter de les mettre à l'abri de la lumière, mais c'est surtout parce que c'est plus joli, ça donne un côté plus précieux aussi. Eh ben, merci. Voilà. Eh bien, merci, divine Ariane, pour ces conseils avisés, Ariane. voilà, et pour ces secrets sur la conception de la parfumerie. Merci beaucoup. Merci Ariane. Et tout de suite, Nicolas Perrac, troubadour, humaniste, globe-trotteur de la chanson française, viendra nous présenter sa dernière œuvre, un album peu commun, alternant chansons, textes parlés, passages instrumentaux, sans temps mort ni arrêt. Vous restez avec nous? Ah bah c'est juste après la pub, je serai là. J'espère bien. Je serai là. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous, merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio aujourd'hui. Pour conclure l'émission, David, nous avons l'immense plaisir de recevoir Nicolas Perrac, le troubadour, humaniste, globe-trotteur, notre globe-trotteur de la chanson française. Mais oui, bonjour Nicolas Perrac. Bonjour. 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 Alors Nicolas, vous revenez sous le feu des projecteurs avec un album, je vais dire, peu commun, qui alterne chansons, textes parlés et passages instrumentaux sans temps mort ni arrêt. J'aimerais juste qu'on écoute D'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, d'autre part, de partout, même sourire, même douleur. Alors Nicolas, votre dernier album D'ici et d'ailleurs, est-ce que c'est pas une réponse à votre premier album D'où venez-vous? Oui. C'est la réponse. Le premier album, c'était D'où venez-vous, 3 petits points, et quasiment 50 ans plus tard, je réponds d'ici et d'ailleurs. Ouais, c'est quasiment je pense que la boucle est bouclée, quoi. Bon, et alors justement, cette boucle, vous la bouclez en nous emmenant où en voyage cette fois-ci? Bah, je vous emmène partout où la tolérance, le partage et de rigueur. Moi, je suis absolument habité par ça. Donc, quand j'ai rencontré Philippe Lefebvre et sa musique instrumentale, justement New Age et World Music, je me suis dit mais je vais passer à l'acte. Je vais faire un album concept par rapport à la tolérance, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'écologie. Qui ressemble un peu quelque part à ce qui m'avait marqué en 69, qui était l'album des Moody Blues, sur lequel il y avait Night in White Satin, où il y avait vraiment aucun arrêt entre les chansons, les instrumentaux, des textes parlés. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose en espérant que je vais pouvoir inviter des gens. Donc j'ai invité Benabar, j'ai invité François Morel, j'ai invité François Berléand, ma femme, mes 2 filles, pour dire des textes sur des instrumentaux de Philippe Lefebvre. Et voilà, le résultat, c'est vrai que c'est un ovni. Vous le disiez hors antenne, c'est un ovni, mais je suis bien d'accord. Alors, Nicolas, racontez-nous un peu l'histoire, parce que je crois que cet album concept que vous aviez envie d'écrire depuis les années 69 est né de 4 CD reçus par la poste et d'une rencontre, voilà, c'est ça? J'ai reçu de Chantal Truffaut, en fait, qui est la femme de Philippe Lefebvre, 4 albums, parce qu'elle voulait que j'écoute la musique de son mari, et j'ai écouté, j'ai craqué, parce que la musique New Age, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc il se trouve qu'il habite à 50 km de chez moi, donc j'ai été le rencontrer, et puis j'ai craqué, quoi, parce que sa maison est remplie d'instruments exotiques qui viennent de partout dans le monde. Il sait en jouer, il les répare, etc. Et je me suis dit, mais
si jamais je devais faire un album concept, donc par rapport à ce que j'ai dit là, par rapport à la tolérance aux droits de l'homme, et ben il faudrait que ça soit la musique de Philippe Lefebvre qui soit le fil conducteur instrumental, avec 9 nouvelles chansons plus 2 anciennes qui rentrent dans les critères que je m'étais fixés. Et ça a été un vrai coup de foot. S'il n'y avait pas eu Philippe Lefebvre, il n'y aurait pas eu d'album. Ah, c'est super. C'est un travail de voisin, comme vous le disiez d'ailleurs. Alors, un travail de voisin. Non, et en même temps, ce que je disais l'autre jour, je sais plus où, je crois que c'est chez Labro. Il y a des albums qui sont basés sur l'argent. Celui-là, il est basé sur l'amour, le partage, parce qu'il y a personne qui a pris 1 euro, que ça soit Philippe Lefebvre, que ça soit mes musiciens qui sont venus se rajouter là-dessus, que ça soit le studio du Bras d'Or où on l'a terminé à Boulogne-sur-Mer. Personne n'a demandé quoi que ce soit. Il n'y avait pas de budget. C'était vraiment, ils avaient envie de partager la notion d'album de concept avec moi. Donc c'était vraiment génial de se dire qu'on faisait ça par amour et non pas pour être premier ou hit parade, quoi. Bien sûr. Alors Nicolas Perrac, vous avez souvent répété que votre but dans la vie, c'était pas de réussir, mais c'était de réussir votre vie. Je voudrais savoir, est-ce que vous y êtes arrivé? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez... Allez-y. Je pense que cet album-là, c'est une vraie réussite, de tout le monde. Je pense qu'il y a dans ce disque-là toutes ces choses que j'avais envie de mettre depuis longtemps et qui me ressemblent et qui me caractérisent. C'est vrai, le voyage et puis aussi le côté droit de l'homme, tolérance, etc. Ne pas juger les autres par rapport à leur façon de prier, par rapport à leur façon d'aimer, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à l'endroit d'où ils viennent. Donc oui, pour ça, je pense que j'ai réussi. J'ai pas réussi dans la vie, j'ai réussi ma vie, oui. Bon, ça, c'est déjà une belle chose. C'est magnifique. Bah oui. Est-ce que parmi toutes les chansons que vous avez écrites, il y en a une ou deux qui résonnent un peu plus que d'autres en vous? Sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle No Chamaille, qui vient juste après le texte que dit ma fille Sarah. C'est une chanson que j'ai écrite dans les années 80, juste guitare-voix avec le buc de Fabrice Gracien. Je crois que c'est une de mes chansons préférées depuis que je fais les albums. On l'écoute. Pour essayer. Et puis un soir, t'es rentré et tu leur avais dit voilà, ils n'ont plus de nom. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé en écoutant cet album, Nicolas Perrac, c'est qu'il sonne comme un résumé de votre carrière d'écrivain et de musicien. Pas comme un testament, mais comme un résumé. Ah oui, c'est pas du tout testamentaire. Je disais l'autre jour, je parlais avec des gens de Paris Match et on me demandait si j'étais un résistant. Alors je leur dis, ça veut dire quoi un résistant? Ils m'ont dit, ça veut dire résister à la pression des modes, à la pression des choses qu'il faudrait soi-disant faire ou pas. Je considère que j'ai suivi mon chemin, que j'ai fait les choses que je voulais faire et que voilà, et on est arrivé exactement là où j'avais envie d'arriver, c'est-à-dire je suis beaucoup plus concerné par le fait de faire que par le fait de réussir quelque chose. Mais là, il se trouve qu'on a fait et qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, donc c'est formidable. Alors, c'est vrai que beaucoup de vos textes nous permettent de nous interroger. C'est une véritable réflexion. Ça interroge sur la question des droits de l'homme, comme vous l'avez évoqué. Si vous aviez une baguette magique dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer en priorité? Il y a plein de choses que j'aimerais changer, oui. J'aimerais bien changer le fait que les hommes... justement, se jugent par rapport à leur couleur, par rapport à leur façon d'aimer, par rapport à leur façon de prier. Je pense que toutes les guerres
qu'on a dans le monde sont générés par ça, quoi. C'est-à-dire la non-tolérance, quoi, par rapport à l'autre. Donc oui, si on pouvait changer quelque chose, c'est ça que je voudrais changer. Je voudrais qu'on se regarde, je voudrais qu'on se parle, et je voudrais qu'on s'écoute, et je voudrais qu'on se dise, mais finalement, c'est pas parce qu'il n'est pas de la même couleur que moi ou qu'il prie pas le même Dieu que moi qu'il est plus con, quoi. Je veux dire, c'est juste ça que je voudrais qu'on change. Mais bien sûr. Ce que vous dites merveilleusement dans Comme jamais avant et qu'on va écouter. Ils se regarderont dans les yeux comme jamais avant. Oublieront de jouer avec le feu comme jamais avant. Très belle chanson. Et voudront sauver la terre avant que l'océan décide. Alors, Nicolas, il y a une chose, moi, qui m'a toujours surpris dans les interviews que vous donnez, c'est que vous êtes une encyclopédie vivante de la chanson française. Ah mais vraiment, un amoureux et qui aime partager. Est-ce qu'il y a pour vous un ou deux chanteurs français aujourd'hui qu'il faudrait absolument redécouvrir ? Et puis après, j'ai une autre question. De toute façon, j'ai deux potes en ce moment. J'ai la chance d'avoir deux potes qui s'appellent Benabar et Kali. Donc ça, c'est déjà une chose évidente, mais on n'a pas besoin de les redécouvrir parce qu'on les connaît. Oui. Mais j'ai fait des photos quand j'ai commencé il y a longtemps de Gilbert Bécaud, et je trouve que c'est quelqu'un qu'il faudrait vraiment redécouvrir parce que c'était un des immenses de la chanson française, sans parler de Brel, de Brassens, sans parler de Béard, sans parler de Ferrat, tous ces gens qui ont fait qu'un jour, une chanson française a été tellement importante et tellement aimée, quoi. Et alors justement, est-ce qu'il y a deux chansons écrites par un autre que vous auriez aimé avoir composées ? Ah bah oui, celle que je chante sur scène, je chante Ma Môme de Ferrat. J'aurais adoré écrire cette chanson. Et il y a une autre chanson écrite et chantée par Daniel Lavoie qui s'appelle Il s'aime. Oui. Ça aussi, j'aurais adoré l'écrire. J'aurais adoré écrire Lily de Pierre Perret, qui pour moi est la plus grande chanson sur les droits de l'homme et sur le droit à la différence. J'aurais aimé écrire Anne ma sœur Anne. J'aurais aimé écrire Né quelque part. Il y en a quelques-unes quand même. Il y a des gens qui ont du talent et qui ont écrit des belles choses. Hein. Et alors, il y a une chose que peu de gens savent, c'est que vous avez écrit un titre pour Johnny Hallyday. Oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je n'oublierai jamais. C'est à la demande de Pierre Billon pour son spectacle de 1983 au Palais des Sports, je crois. Oui, qui était sur Mad Max, sur le thème de Mad Max. Ouais, c'était un spectacle où, à ce moment-là du spectacle, sa femme avait été violée, assassinée, et lui, il était évidemment au comble du désespoir, et il fallait une chanson pour illustrer ça. Donc Pierre Billon est venu chez moi et m'a dit, mais s'il te plaît, écris-moi une chanson pour ça. Je lui ai dit, tu crois que je suis capable ? Il m'a dit oui, t'es capable. Et d'ailleurs, il avait raison parce que j'ai écrit la chanson en 1 heure. Et quand j'ai été au Palais des Sports écouter Johnny chanter ça, je suis tombé par terre parce que c'est vrai qu'il pouvait chanter l'annuaire et que c'était waouh. C'était un coup de pied, c'était une gifle. Voilà, j'ai eu ce bonheur-là. C'est comme si j'étais américain et que j'avais été chanté par Presley. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Perrac, merci pour ces confidences. Je rappelle que votre album s'appelle D'ici et d'ailleurs. Il est dans les bacs et à écouter si vous aimez les voyages musicaux. Je rappelle que vous serez au Francofolie de La Rochelle le 14 juillet prochain et à partir de septembre. Je serai le 17 novembre aussi, on le sait depuis hier, à l'Européen à Paris. Donc génial. Formidable, on ira vous voir. On m'a dit que ça serait un concert acoustique et vos musiciens seront derrière et ils pourront, selon leur humeur, intervenir. Ça va être l'année prochaine, parce que pour l'instant, au Franco et à Paris, je vais être tout seul sur scène avec 2 guitares pour les acoustiques improvisées. Et l'année prochaine, ça sera les acoustiques apprivoisées avec les musiciens. Eh ben génial, on se retrouve. Merci beaucoup. Rendez-vous. Merci Nicolas. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous souhaitons que vous espérons que vous allez passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Voilà, et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et puis on se retrouve entre 12h et 13h pour votre émission préférée. Bonne semaine à tous. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.